Mon père a donné mon bureau à domicile à mon frère pendant le dîner familial. Tu peux travailler de n'importe où. Maman fixait son assiette. Je n'ai pas discuté. Et je suis parti ce soir-là sans dire un mot. Puis les appels ont commencé. Et ils ne s'arrêtaient plus. Mon père a donné mon bureau à domicile à mon frère pendant le dîner. Il n'a pas demandé, il a informé. Puis il m'a regardé et a dit, tu peux travailler de n'importe où. Ma mère fixait son assiette. Je n'ai rien dit. Je suis retourné à la maison d'amis ce soir-là, j'ai fait mes affaires et je suis parti avant le matin. 4 jours plus tard, les appels ont commencé, et ils n'allaient pas s'arrêter. Je m'appelle Pej. Je travaille dans la facturation médicale depuis chez moi. Je vivais dans la petite maison d'amis derrière la maison de mes parents, mais cela n'avait pas toujours été une maison d'amis. C'était un espace de rangement jusqu'à ce que je l'aménage moi-même. Avant d'y emménager, je vivais encore dans la maison principale avec mes parents. Rénover ce petit endroit à l'arrière a été la première chose que j'ai jamais faite entièrement mienne. J'ai peint les murs, construit le bureau, payé pour Internet, le chauffage, même la réfection du câblage un été où rien ne fonctionnait correctement. Mon père m'avait dit que si je voulais y vivre, je devais me l'approprier. Alors, je l'ai fait. Ce n'était pas juste un bureau. C'était le premier endroit de ma vie que je sentais être à moi. Je buvais mon café dans le même coin chaque matin et je regardais le soleil se lever à travers la fenêtre au-dessus de l'évier. Personne ne frappait à ma porte à moins d'avoir besoin de quelque chose, et ils avaient besoin de beaucoup de choses. Mais au moins, je savais ce que le coup signifiait, et je savais quand il allait arriver, et les heures entre les deux m'appartenaient. J'étais la discrète en grandissant. C'est ainsi que mon père me décrit encore quand on le lui demande. La discrète. Mon frère Brennan était le bruyant, le brillant, celui dont les émotions remplissaient la pièce parce qu'elles en avaient le droit. Quand Brennan pleurait, les gens accouraient. Quand je pleurais, on me disait que j'étais assez grande pour gérer ça. J'ai appris très tôt qu'apporter un problème dans une pièce ne faisait que me donner l'impression d'en être un. Alors, j'ai arrêté. J'ai géré les choses par moi-même. Et après un certain temps, personne ne m'a demandé pourquoi j'étais devenue si silencieuse, parce que personne n'avait remarqué que le silence avait une raison. Quelque part en chemin, être utile est devenu la chose la plus proche que j'ai eue d'un sentiment d'appartenance dans cette maison. Je dois vous dire quelque chose avant d'en arriver au dîner. Je dois vous parler des choses invisibles. Les choses que ma famille ne savait pas que je faisais parce que je ne leur ai jamais demandé de le remarquer. La facture d'électricité de la maison principale était en prélèvement automatique sur mon compte. Je ne me souviens pas comment ça a commencé. Je crois que mon père m'a demandé de la couvrir un mois où il était entre 2 salaires et je ne l'ai jamais désactivé. Internet pour toute la propriété était à mon nom. Le jardin est devenu ma responsabilité parce qu'une fois, ma mère a mentionné qu'elle avait mal au dos et j'ai dit que je m'en occuperais cette semaine-là, et cette semaine s'est transformée en 4 ans. Quelques abonnements de streaming familiaux étaient sur ma carte. Les petites réparations dans la maison étaient pour moi. Si quelque chose se cassait, je le réparais. Si je ne pouvais pas le réparer, j'appelais quelqu'un et je le payais. Personne ne m'a jamais remercié. Non pas parce qu'ils étaient ingrats, mais parce qu'ils ne savaient pas. C'est la partie qui est difficile à expliquer. Ma famille n'était pas cruelle. Ils étaient simplement à l'aise. Tout avait commencé une chose à la fois, si lentement qu'au moment où c'était devenu tout, personne ne se souvenait comment on en était arrivé là. Et on ne remercie pas quelqu'un pour les choses qui semblent se produire d'elles-mêmes. L'électricité fonctionnait, tout simplement. Internet fonctionnait, tout simplement. Le jardin avait l'air correct, tout simplement. Ma famille vivait à l'intérieur d'une machine et j'étais la personne qui faisait fonctionner la machine, et aucun d'entre eux ne savait qu'il y avait une personne à l'intérieur de la machine. Je ne vous dis pas ça pour passer pour une martyre. Je vous le dis parce que je veux que vous compreniez ce que j'ai ressenti quand mon père a dit que je pouvais trouver quelque chose de plus petit. Le dîner était un dimanche. Rien d'inhabituel. Ma mère avait préparé le plat de poulet qu'elle fait toujours quand tout le monde vient. Mon frère était de bonne humeur car il venait de commencer un nouveau travail quelques semaines plus tôt. J'avais apporté une salade parce que j'apporte toujours une salade et à un moment donné, ce n'était plus une contribution mais un devoir. Nous avons mangé. Nous avons parlé de choses normales. Mon père racontait une histoire sur un voisin que je ne connaissais pas.
Je n'écoutais qu'à moitié car j'étais fatigué et la semaine avait été longue. Puis mon père a dit quelque chose à propos de Brennan ayant besoin d'un endroit où rester pendant un certain temps. J'ai levé les yeux. J'ai d'abord pensé qu'il parlait d'un hôtel ou d'une location à court terme. Puis il a dit la maison d'amis. Il l'a dit calmement, comme s'il avait déjà réfléchi à toute la logistique. Il a dit que Brennan repartait de zéro et avait besoin d'un atterrissage en douceur. Et la maison d'amis était juste là. Je n'ai rien dit tout de suite. J'ai regardé mon père. J'ai attendu qu'il dise autre chose. Quelque chose comme « Mais nous savons que c'est là que tu vis, alors nous devons en parler. » Ou « Trouvons un plan qui convienne à tout le monde. » Ou même la plus petite version d'une question, n'importe quoi qui reconnaisse que j'existais dans cet arrangement. Il a dit « Paige, tu es adaptable. Tu travailles de n'importe où. Tu n'as pas besoin de tout cet espace. Brennan a besoin de se remettre sur pied. » Ma mère poussait la nourriture dans son assiette. Elle ne regardait personne. Sa main était très immobile autour de sa fourchette. Je l'ai observée pendant environ 5 secondes et j'ai réalisé qu'elle n'allait rien dire. Elle allait laisser mon père parler pour eux deux, comme elle le faisait toujours. Et j'ai compris à ce moment-là que son silence n'était pas neutre. C'était un vote. Chaque fois qu'elle ne prenait pas ma défense, elle votait pour la version de la famille où j'étais celle qui devait se pousser. Je ne me souviens pas d'avoir fini mon repas. Je me souviens du bruit des fourchettes. Je me souviens de mon frère remerciant mon père. La façon dont on remercie quelqu'un pour un cadeau qu'on n'a pas demandé mais qu'on ne peut pas refuser. Je me souviens que mon estomac était bizarre. Pas vraiment malade, juste plein de quelque chose qui n'était pas de la nourriture. Je pense que c'était la première fois que je comprenais que j'avais passé toute ma vie à gagner une place à une table qui n'avait jamais vraiment été la mienne. Je suis retourné à la maison d'amis ce soir-là. Ce n'était pas loin. Je suis entré. J'ai allumé la lumière au-dessus de l'évier. J'ai regardé la petite plante sur le rebord de la fenêtre, les étagères que j'avais construites, le bureau que j'avais fabriqué à partir de la table d'occasion, le coin où je buvais mon café chaque matin, et j'ai su que je n'allais pas me battre pour ça. Non pas parce que je ne l'aimais pas. Je l'aimais, mais parce que se battre pour ça signifiait m'asseoir en face de mon père et lui expliquer pourquoi j'avais de l'importance, et j'étais trop fatigué pour expliquer ma propre existence à quelqu'un qui avait déjà pris sa décision. J'ai commencé à faire mes cartons ce soir-là, tranquillement, sans drame. J'ai rempli des boîtes comme on remplit des boîtes quand on n'est pas en colère, juste au bout. Vêtements, livres, mes dossiers de travail, la plante. La dernière chose que j'ai emballée était ma tasse à café, celle dans laquelle je buvais chaque matin. C'était la première chose que j'avais achetée pour la maison d'amis quand j'y ai emménagé il y a 4 ans. Je l'ai enveloppée dans un torchon et je l'ai mise sur le dessus de la boîte pour qu'elle ne se casse pas. Emballer la tasse a rendu les choses réelles. Jusqu'à ce moment, je ne faisais que déplacer des objets. Quand j'ai enveloppé la tasse, je partais vraiment. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à annuler des choses. La facture d'électricité, Internet, les comptes de streaming. J'ai transféré ce que je pouvais transférer. J'ai fermé ce que je pouvais fermer. Je n'ai pas laissé de mots. Je n'ai pas expliqué. J'ai juste cessé d'être la personne qui tenait tout ensemble. Je suis parti en ville avant le lever du soleil. J'ai porté les boîtes dans l'appartement vide une par une. Je n'ai pas allumé les lumières. Je me suis assise par terre entre les boîtes. La plante était à côté de moi. La tasse était toujours enveloppée dans son torchon. Mon téléphone n'a pas sonné. Personne n'a appelé pour demander où j'étais. Personne n'avait encore remarqué. Et le silence qui remplissait cette pièce vide était le premier silence de ma vie qui ne ressemblait pas à de l'ignorance. C'était comme être seul avec moi-même. Et je n'avais pas réalisé à quel point ces deux choses étaient différentes jusqu'à ce moment précis. Le premier appel téléphonique est arrivé 4 jours après mon départ. Et puis mon téléphone a commencé à sonner et pendant un certain temps, il n'a pas arrêté. C'était ma mère. J'ai fixé son nom sur l'écran pendant une seconde avant de répondre. Mes mains étaient un peu froides. Pas à cause du temps, mais à cause du petit sursaut que mon cœur a fait quand j'ai vu qui appelait. J'attendais cela, pas consciemment, mais une partie de moi se préparait au moment où quelqu'un dans cette maison remarquerait que j'étais parti. J'ai répondu. J'ai dit bonjour. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais.
Elle ne m'a pas demandé où j'étais allé. Elle n'a pas dit qu'elle était désolée de la façon dont le dîner s'était terminé. Elle a dit que le Wi-Fi ne fonctionnait pas. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi, car il fonctionnait très bien la veille. Elle a dit que Brennan avait essayé de se joindre à une sorte de réunion pour son nouveau travail et que ça ne s'était pas bien passé, qu'il était contrarié et qu'il faisait les 100 pas dans la cuisine. J'ai pris une grande inspiration. Je lui ai dit que l'Internet avait été à mon nom et que j'avais transféré le compte à mon nouvel endroit. Je lui ai dit que j'avais envoyé un message à Brennan à ce sujet le jour de mon départ. Je lui ai dit que le service serait coupé d'ici la fin de la semaine. Il avait lu le message et répondu avec un pouce levé. Ma mère était silencieuse. Puis elle a dit que Brennan n'avait rien mentionné de tout ça. J'ai dit que je savais. J'ai dit qu'il avait probablement oublié. Les vieilles habitudes ne meurent pas simplement parce qu'on déménage. Elle a dit qu'elle devait y aller parce que Brennan allait essayer de rappeler son patron. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine, juste là, entre deux boîtes. Je n'avais pas encore déballé. Je n'avais pas déjeuné. Mes genoux ont juste flanché un peu. Je suis restée assise là un moment après qu'elle ait raccroché. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas vraiment triste. J'étais quelque part entre les deux, un sentiment pour lequel je n'avais pas de nom. C'était le premier appel. Celui que j'attendais depuis 4 jours. Et ce n'était pas à propos de moi. C'était à propos de Brennan qui avait oublié quelque chose que je lui avais dit par écrit. Je n'ai pas pleuré. Puis je me suis assise sur le sol de la cuisine, j'ai regardé les boîtes et j'ai attendu que quelque chose en moi réagisse. Rien ne s'est passé. Je crois que j'avais épuisé toutes mes réactions la nuit de mon départ. Après quelques minutes, je me suis levé. Je me suis fait du thé. J'ai repris mon déballage. La vie ne s'arrête pas pour les petits chagrins. Elle leur fait juste de la place entre les tâches. Le deuxième appel est venu quelques jours plus tard. C'était mon père. Sa voix était différente, pas douce, juste confuse. Il a dit qu'il avait ouvert la facture d'électricité et que le montant était plus élevé que prévu. J'ai dit qu'il avait toujours été aussi élevé. Il est resté silencieux. Puis il a dit, « Depuis quand est-ce que je paie cette facture ?» J'ai dit, « Tu ne la payais pas. » Je la paie depuis environ 4 ans. La ligne est devenue silencieuse. Je pouvais l'entendre essayer de faire le calcul dans sa tête. 4 ans de facture dont il ignorait l'existence. Puis il a dit, « D'accord, juste d'accord. » Et il a raccroché. Je suis resté avec ça un moment. Mon père n'était pas un homme cruel. C'était un homme qui ne regardait pas de près les choses qui fonctionnaient. Et pendant 4 ans, j'avais été l'une de ces choses qui fonctionnaient. Quelques jours plus tard, il y a eu une tempête, le genre où la pluie tombe de côté. J'étais dans mon nouvel appartement. J'avais du thé. J'avais mon travail. Mon père a appelé tard ce soir-là. Sa voix avait une tension que je n'avais jamais entendue auparavant. Il a dit que le sous-sol était inondé. L'eau entrait rapidement et il ne savait pas quoi faire. Il a dit que certaines de ses affaires étaient là-dessous. Des albums photos, des boîtes de son propre père, des choses qu'il avait l'intention de monter à l'étage depuis des années et qu'il n'avait jamais fait. J'ai écouté. Je ne me suis pas précipité. J'ai dit, « As-tu fait nettoyer le drain dans le jardin cette année ?» Il a dit, « Quel drain ?» J'ai dit, « Celui dans le jardin. » Il se bouchait chaque année à cette période et si on ne le nettoyait pas, l'eau refluait et entrait dans le sous-sol. Il a dit que personne ne lui avait parlé d'un drain. J'ai dit que je le faisais nettoyer chaque année. J'avais un gars que le premier appelait. Mon père était silencieux. Je pouvais entendre la pluie de son côté. Je pouvais l'entendre essayer de trouver quoi dire à la fille qui avait silencieusement gardé le sous-sol au sec pendant des années. Il a dit, « Qu'est-ce que je fais ?» J'ai dit, « Je ne sais pas. » J'ai dit, « Il est probablement trop tard ce soir. » J'ai dit que demain, il devrait faire venir quelqu'un pour regarder. Je lui ai donné le nom de la personne que j'appelais. Il l'a noté. Il m'a remercié. Il a raccroché. Je suis restée assise avec mon téléphone à la main un moment après cet appel. Je n'étais pas heureuse. Aucune partie de moi ne se sentait bien à l'idée que les affaires de mon père soient ruinées. Mais il y avait une partie de moi qui comprenait quelque chose que je n'avais pas compris avant.
Les choses que j'avais faites tranquillement pendant des années n'étaient pas petites. Elles faisaient la différence entre un sous-sol qui reste sec et un sous-sol qui s'inonde. Ma famille avait vécu pendant des années en supposant que rien ne gardait ce sous-sol au sec. C'était juste comme ça. C'était comme ça parce que je faisais en sorte que ce soit comme ça. Et maintenant, ce n'était plus le cas. Le troisième appel venait de Brennan. Il n'a pas dit salut. Il a dit qu'il ne trouvait pas le tableau électrique. Il a dit que les poubelles n'avaient pas été ramassées. Il a dit que l'eau chaude mettait une éternité à arriver. Puis il a dit quelque chose qui m'a fait marquer une pause. Il a dit qu'il s'était réveillé la nuit dernière et que la maison d'amis était glaciale. Il a dit qu'il était enveloppé dans 2 couvertures et qu'il pouvait encore voir son souffle dans l'air. J'ai demandé s'il avait vérifié le filtre. Il a dit, quel filtre? Je lui ai parlé du filtre de chauffage et de l'endroit où je gardais les rechanges. Il a dit, d'accord. Il était en train de le noter. Je pouvais l'entendre griffonner à l'autre bout du fil. Alors qu'il posait ses questions, je pouvais entendre tout mon travail invisible m'être lu, une question à la fois. Chaque réponse était quelque chose que je n'avais jamais expliqué parce que je les faisais, tout simplement. Il m'a remercié, vraiment remercié. Et puis sa voix est devenue petite d'une manière que je n'avais pas entendue depuis que nous étions enfants. Il a dit, Paige, depuis combien de temps tu fais tout ça? J'ai dit, longtemps. Il est resté silencieux. Puis il a dit, d'accord, je vais me débrouiller. Il a raccroché. J'ai posé mon téléphone et j'ai appuyé ma main contre ma poitrine parce que quelque chose bougeait à l'intérieur et je ne savais pas quoi en faire. Je travaillais toujours. C'est la partie qui m'a surprise. Mes clients avaient toujours besoin de leur facturation et mes délais se fichaient de mes drames personnels. Alors, je travaillais. J'ai installé mon bureau près de la fenêtre. J'ai mis la plante sur le rebord. J'ai mis la tasse sur l'étagère au-dessus de l'évier. Je faisais mon café comme je l'avais toujours fait, juste dans une cuisine différente avec une lumière différente. Un matin, j'étais sous la douche et j'ai commencé à pleurer. Je ne sais pas pourquoi. L'eau était chaude et mes épaules étaient détendues pour la première fois depuis des années. Et soudain, mon visage était mouillé d'une manière qui n'avait rien à voir avec la douche. Je suis resté là peut-être 30 secondes. Puis ça s'est arrêté. Je suis sorti. J'ai fait du café. J'ai travaillé. C'était juste ce que c'était. Une petite libération d'un endroit qui avait retenu la pression pendant trop longtemps. Quelques jours plus tard, quelqu'un a frappé à ma porte. Je n'attendais personne. J'ai ouvert et il y avait une femme plus âgée que je n'avais jamais vue auparavant. Visage doux, cheveux gris. Elle tenait un plat couvert, encore chaud. Elle a dit qu'elle habitait 2 portes plus loin et qu'elle m'avait vu rentrer des boîtes. Elle a dit qu'elle pensait que je n'avais peut-être pas eu le temps de cuisiner. Elle a dit que c'était juste un plat de poulet et de riz et qu'elle en faisait toujours en plus. C'était une vieille habitude de l'époque où ses enfants étaient encore à la maison. Elle a tendu le plat. Je suis juste resté là une seconde, une inconnue tenant de la nourriture, ne demandant rien. Ma propre famille n'avait pas envoyé une seule personne à ma porte, sauf pour demander des nouvelles du Wi-Fi. Je l'ai remerciée. Elle a dit qu'elle s'appelait Doris. Elle a dit qu'une fois que je serais installé, nous pourrions prendre le thé un de ces jours. Sans pression. Puis elle est repartie dans le couloir. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, tenant un plat chaud d'une femme que je ne connaissais pas, et j'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Pas d'une mauvaise manière. De la manière dont quelque chose se fissure quand il a été scellé trop longtemps. J'ai rentré le plat. Je me suis assise et je l'ai mangé lentement. C'était vraiment bon. Je ne sais pas pourquoi ça m'a piqué les yeux, mais c'est ce qui s'est passé. Brennan m'a rappelé environ une semaine plus tard. Il était tard. Il n'a rien dit pendant quelques secondes. Puis il a dit, salut. J'ai dit, salut. Il a dit, il y a un robinet dans la maison d'amis qui goutte depuis 3 jours. Il a dit qu'il avait essayé de le réparer et qu'il n'y arrivait pas. Il a dit qu'il était resté là à le regarder ce soir. Et puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il a dit, je crois que c'est la première fois que je pense vraiment à toi. Il a dit, avant, je pensais que je pensais à toi, mais ce que je faisais, c'était juste m'attendre à ce que tu sois là.
Il a dit, je ne sais même pas si c'est le bon moment pour le dire. Je voulais juste que tu le saches. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'étais assise dans ma petite cuisine avec juste la lampe allumée. J'ai regardé ma tasse sur l'étagère. J'ai pensé à mon frère debout dans cette même cuisine, regardant un robinet qui goutte et pensant enfin à la personne qui y vivait avant. J'ai dit, d'accord, juste d'accord. Ma voix était plus douce que je ne l'avais prévu. Il a dit d'accord en retour et nous avons raccroché. Le dernier appel de cette semaine venait de mon père. Il n'a pas non plus commencé par bonjour. Il a dit, Paige, nous devons parler. J'ai dit, de quoi? Il a dit, pas au téléphone. J'ai dit, d'accord. Où? Et il a dit quelque chose qu'il ne m'avait jamais dit de toute ma vie. Il a dit, c'est toi qui choisis. Nous nous sommes rencontrés à mon appartement. Je n'avais pas prévu qu'il vienne. J'avais dit à mon père que nous pourrions nous rencontrer quelque part de neutre, un café, un parc. Il a dit qu'il préférait venir là où j'étais. Je crois qu'il voulait le voir. Je crois qu'il avait besoin de voir que j'avais construit quelque chose sans lui. J'ai dit, d'accord. Je lui ai dit d'amener ma mère si elle voulait venir. Il a dit que Brennan voulait venir aussi. Ils sont arrivés un samedi matin. J'ai entendu des pas dans le couloir avant qu'on ne frappe. 3 paires de pas. J'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert la porte. Ils étaient tous les 3 là. Mon père dans une chemise à boutons qui semblait un peu trop formelle pour un samedi. Ma mère tenant son sac à main des 2 mains comme elle le fait quand elle est nerveuse. Brennan derrière eux deux, les mains dans les poches, regardant le sol comme s'il ne savait pas quoi faire de son visage. Je me suis écarté et je les ai laissés entrer. Personne n'a rien dit pendant les premières secondes. Ils regardaient l'appartement comme on regarde une pièce quand on essaie de comprendre quelque chose. C'était petit. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à moi. La plante était sur le rebord de la fenêtre. Mon bureau était installé près de la fenêtre, et sur l'étagère au-dessus de l'évier se trouvait la tasse, la même tasse que j'avais enveloppée dans un torchon la nuit de mon départ. Elle était là comme si elle avait toujours vécu là. Mon père l'a vue. J'ai vu ses yeux se poser dessus et passer à autre chose. Je pense qu'il savait ce que c'était. Je ne suis pas sûr. Nous nous sommes assis. Il n'y avait pas vraiment de place pour 3 personnes dans mon salon, alors ma mère a pris le fauteuil et mon père et Brennan se sont assis sur le petit canapé. J'ai fait du café parce que je ne savais pas quoi faire d'autre de mes mains. J'ai apporté 3 tasses. La mienne n'était pas sur le plateau. Je la tenais séparément. Mon père s'est éclairci la gorge. Il a commencé à dire quelque chose. Puis il s'est arrêté. Il a regardé son café. Il a dit, Paige, nous ne savions pas que tu faisais tout ça. Il n'a pas levé les yeux en le disant. J'ai dit, je sais. Il a dit, nous pensions que tu vivais juste là. J'ai dit, je sais. Il a dit, nous ne pouvons pas faire tourner la maison sans toi. Les mots sont sortis de sa bouche comme s'il lui coûtait quelque chose, comme si l'admettre lui serrait la poitrine. Je n'ai rien dit pendant un moment. Je le regardais essayer de trouver des mots pour quelque chose auquel il n'avait jamais eu à penser. Finalement, j'ai dit, je sais. Mais ça n'a jamais été ma responsabilité. Je le faisais simplement parce que personne d'autre n'allait le faire. Et vous n'avez pas remarqué que je portais tout ça parce que je n'ai jamais rien laissé tomber. Ne pas laisser tomber n'est pas la même chose que de vouloir porter. Il était silencieux. Il a hoché la tête lentement. Je ne pense pas qu'il ait pleinement compris, mais je pense qu'il a compris suffisamment pour y réfléchir. Puis ma mère a parlé. Je ne m'y attendais pas. Elle n'avait presque rien dit depuis son arrivée. Elle a dit, Paige, je dois te dire quelque chose. Et puis elle s'est arrêtée. Elle a pris une inspiration. Elle a réessayé. Elle a dit, je le voyais. Tout. Je voyais les factures et les réparations et la façon dont tu prenais soin des choses qui auraient dû être les miennes. Je le voyais et je n'ai jamais rien dit parce que tu semblais toujours tout maîtriser. Je me disais que tu étais capable. Je me disais que tu n'avais pas besoin d'aide. Je crois que je me suis dit beaucoup de choses pour éviter de ressentir ce que je voyais. Elle s'est de nouveau arrêtée. Ses yeux étaient humides, mais elle ne pleurait pas encore. Elle a dit, je sais que c'est trop tard, mais je voulais que tu saches que je voyais.
Je l'ai regardé. Je n'ai rien dit tout de suite parce que la partie de moi qui attendait d'entendre ça depuis 20 ans ne savait pas quoi en faire maintenant que c'était enfin dans la pièce. J'ai dit « merci ». Ma voix était faible. C'était tout ce que je pouvais lui donner. Et je pense qu'elle savait que c'était plus qu'elle ne l'avait mérité, et elle l'a pris quand même. Je leur ai dit ce que j'étais venu dire à cette réunion. J'ai dit que je n'étais pas parti pour punir qui que ce soit. Je ne suis pas parti parce que j'étais en colère. Je suis parti parce que j'avais passé tellement de temps à soutenir tout le monde que j'avais oublié que j'étais une personne en dessous. J'ai dit, j'ai été votre filet de sécurité pendant longtemps. Et personne n'a jamais pensé à ce qui arrive à un filet de sécurité quand il finit par céder. J'ai dit, je ne reviens pas. Mais je ne ferme pas la porte non plus. La différence, c'est que maintenant, c'est moi qui décide si je la franchis. Personne n'a discuté. Mon père a hoché la tête. Ma mère a essuyé son œil. Brennan regardait toujours le sol. Ils se sont levés après un certain temps. Ma mère m'a serré dans ses bras. Elle a tenu un peu plus longtemps que d'habitude. Ce n'étaient pas l'étreinte d'une femme qui avait réparé quoi que ce soit. C'était l'étreinte d'une femme qui savait qu'elle avait manqué quelque chose et qui essayait d'en toucher le bord avant de partir. Brennan m'a serré dans ses bras ensuite. Quand il s'est reculé, il a dit, il y a un robinet à la maison d'amis qui goûte toujours. Je l'ai regardé. Nous savions tous les deux qu'il ne parlait pas d'un robinet. J'ai dit, je sais. Il a hoché la tête et s'est dirigé vers la porte. Mon père a été le dernier à partir. Il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte et s'est retourné. Sa bouche s'est ouverte et fermée une fois avant qu'un son ne sorte. Puis il a dit, tu as toujours tout géré. J'ai dit, oui. Il a dit, je vais essayer de faire mieux. Il n'a pas dit, je suis désolé. Il n'a pas prononcé le mot. Je ne pense pas qu'il pouvait le sortir de sa bouche, mais il a dit qu'il allait essayer. Et de la part d'un homme qui n'avait jamais dit qu'il avait tort sur quoi que ce soit, essayer était le plus grand mot qu'il avait. Il est sorti. J'ai fermé la porte. Je suis resté là, le front contre le bois pendant quelques secondes. Ma poitrine était chaude, pas vraiment heureuse, mais plus douce qu'elle ne l'avait été depuis très longtemps. Puis j'ai marché dans le couloir jusqu'à la porte de Doris et j'ai frappé. Elle a ouvert. Elle m'a regardé et a souri comme les gens sourient quand ils savent déjà pourquoi vous êtes là. J'ai dit, l'offre pour le thé est-elle toujours valable? Elle a dit, bien sûr que oui. Entre. Je suis entré dans son appartement. Ça sentait quelque chose qui cuisait. Elle est allée à la cuisine et je l'ai suivie. Elle a pris 2 tasses de son étagère. J'ai dit, en fait, est-ce que je pourrais utiliser la mienne? Je suis retourné à mon appartement. J'ai pris la tasse sur l'étagère au-dessus de l'évier. Celle que j'avais sortie de la maison d'amis, enveloppée dans un torchon. Celle qui avait voyagé avec moi de la vie que j'avais construite pour eux à la vie que je construisais pour moi. Je l'ai ramenée dans la cuisine de Doris. Elle a versé le thé dedans sans un mot. Nous nous sommes assises à sa petite table, nous avons bu du thé et elle m'a parlé de son jardin, de ses petits-enfants et de la façon dont la lumière dans le bâtiment change l'après-midi. Je n'avais pas remarqué ça avant. Elle a montré la fenêtre et m'a montré le coin où le soleil frappe le sol vers 4 heures et comment tout l'appartement devient doré pendant environ 15 minutes. Elle a dit que c'était son moment préféré de la journée. Elle a dit qu'il fallait être à la maison et faire attention, sinon on le manquait. Elle ne m'a pas demandé d'où je venais. Elle ne m'a pas demandé pourquoi j'avais porté autant de boîtes. Elle m'a juste laissé m'asseoir dans sa cuisine et être une personne au lieu d'une fonction. Et c'était la chose la plus généreuse que quelqu'un ait faite pour moi depuis des années. À un moment donné, elle a tendu la main sur la table et a posé sa main sur la mienne. Juste une seconde, sans discours, sans question, juste une main chaude sur la mienne. Il a fallu une inconnue à 2 portes de là pour me rappeler qu'être vu ne doit pas nécessairement venir des gens qui partagent votre nom de famille. Je suis retourné à mon appartement quand le thé a été terminé et j'ai remis la tasse sur l'étagère au-dessus de l'évier. Elle avait la même apparence que dans la maison d'amis, mais elle signifiait quelque chose de différent maintenant. Là-bas, c'était la preuve que je pouvais faire en sorte qu'un petit coin du monde me ressemble. Ici, c'était la preuve que je pouvais emporter ce sentiment avec moi. Pendant longtemps, ma famille a pensé que j'étais forte. C'est pour ça qu'ils ont continué à prendre. Et pendant longtemps,
J'ai pensé qu'être forte signifiait tout porter sans me plaindre. Ce n'était pas le cas. Je ne me suis pas perdu quand je suis parti. J'ai juste arrêté de me laisser derrière. Si vous avez été celui ou celle qui porte tout dans votre famille, je veux vous entendre. Quand avez-vous réalisé que vous le faisiez seul? Et dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. J'aime toujours voir jusqu'où ces histoires voyagent. Si celle-ci vous a marqué, abonnez-vous. Je vous verrai dans la prochaine.